qui était le fruit de 2 ans d'enquête, pour lequel on avait sollicité pas mal de médecins, à la fois des médecins de ville, mais aussi des médecins hospitaliers, des responsables de SAMU, des gens de rang professeur parfois, qui avaient perdu tout sens à leur travail. L'angle qu'on proposait, c'était comment, après avoir voté une loi qui porte le nom d'ailleurs de l'ancienne ministre de la Santé à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est Roselyne Bachelot, une loi qui a été votée en 2009-2010, qui a donné tout pouvoir aux directeurs d'établissement au détriment du corps médical au sein des hôpitaux. Et on est rentré dans un processus de rentabilité à tout prix. C'était des gestionnaires et non plus des médecins. Alors, le mandarinat avait ses défauts, ça c'est clair, à une certaine époque, mais là, on a complètement modifié le fonctionnement des hôpitaux, et il y avait une course aux actes médicaux dont on dit que 30% d'entre eux étaient inutiles, non pertinents, comme on dit en médecine. Quand tu dis, tu parles de gestion comptable, c'est-à-dire, Ouais. en fait, en gros, on essaie de voir si un patient est rentable ou pas rentable, c'est ça? Absolument, il y avait ça. C'est-à-dire que l'important c'était qu'il reste le moins de temps possible à l'hôpital et que on multiplie les hospitalisations, parce que c'est ça qui rapportait à l'hôpital. Mais surtout, on a imposé, si tu veux, comme s'il y avait quelqu'un derrière l'épaule du médecin et qui était un financier et qui lui disait attention, ce mois-ci vous n'avez pas fait assez d'actes, vous êtes en baisse sur le plan de votre service. Donc les chefs de service étaient sous une pression comme ça insupportable, et donc on avait travaillé, par exemple, on avait mis le focus sur le CHU de Grenoble à l'époque, et comme aucune chaîne n'avait voulu de notre projet de film, parallèlement au bouquin, on l'avait financé par Ulule, cette plateforme de financement participatif. Et on l'a diffusé, il est toujours d'ailleurs visible sur YouTube. J'ai enquêté auprès de plusieurs dizaines de médecins de différentes spécialités dans différentes régions de France. Et ils faisaient tous le même constat, c'est-à-dire que, alors effectivement, les plans hôpitaux, etc., il y en a eu depuis une trentaine d'années, mais le dernier qui a donné le coup de grâce à l'hôpital, c'est cette fameuse loi Bachelot 2009-2010, où là, on est rentré dans un processus de gestion draconienne avec effectivement un souci de rentabilité. Pourquoi l'hôpital il peut pas être rentable? En fait, si, il peut l'être. Il peut l'être. Ce que nous disent ces médecins, c'est que ce qui fonctionne dans un hôpital, c'est à la fois l'accueil, la compétence des gens qui y sont, et l'humanité. Et ils ont eu le sentiment de perdre cette humanité qui fait aussi leur éthique dans le fonctionnement, parce que on leur demandait d'aller plus vite. Celui qui passait trop de temps avec son patient se faisait remonter les bretelles. Il y a un médecin, un professeur, qui dit moi je recevais tous les mois des relevés de mon activité avec des émoticônes. Quand l'émoticône était vert, c'était bien, j'avais une bonne note, et quand l'émoticône qui fronçait les sourcils rouges, c'était que j'avais pas eu une bonne gestion de mon service. Il leur manque quoi aujourd'hui aux hôpitaux? Est-ce que en gros c'est juste les urgences, c'est tous les services, c'est un manque de matériel, c'est un manque humain? Les urgences, il y a eu notamment au niveau des SAMU, des économies à tous les étages, si bien que aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans cette période du Covid-19, il y a, je sais plus combien, le pourcentage d'appels qui ne sont pas pris, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas décroché quand les gens appellent. Il y a un chapitre de notre bouquin, il y a 2 ans déjà, qui s'appelait « Le 15 ne répond plus ».
où un ancien chef du SAMU de Seine-et-Marne racontait comment, parce qu'il avait demandé des moyens supplémentaires, de médecins régulateurs, etc., qu'on ne lui donnait pas, au bout d'un moment, s'est fait jeter, s'est fait virer. Il y a beaucoup de médecins qui étaient des gens extrêmement compétents, une formation sur le plan médical là, en France qui était hors pair. Et ces médecins du public sont partis beaucoup dans le privé. Et c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que quand ils disent qu'il manque de bras, ils le disent aujourd'hui pour le Covid-19, quand ils disent on manque de bras, venez nous aider, ils font des appels aux gens qui sont à la retraite pour qu'ils viennent prêter main forte, c'est parce que il y a tout un paquet de gens qui sont partis, mais aussi par l'absence d'investissement dans le matos, on le voit, on manque, non mais c'est hallucinant, on manque à la fois de masques, c'est des trucs en papier avec un élastique derrière. On manque de respirateurs. Les services de réanimation ont été sacrifiés au même titre que d'autres services, alors que ce sont des services qui sont utilisés ou sollicités tous les jours. Pour répondre à ta question, Yassir, tous les services par là même étaient concernés. Il y avait, si tu veux, le gros problème, ça a été un problème de gouvernance, avec une mise sous pression. Moi, j'ai beaucoup travaillé, tu le sais, sur les suicides à France Télécom en 2009, au travers d'un bouquin et de 2 films documentaires. J'ai retrouvé dans le récit que me faisaient certains médecins sous pression les mêmes techniques de harcèlement, de management, de pression. Alors là, pour le coup, c'était vous n'êtes pas assez rentable, il faut faire des efforts, etc. Pourtant, le personnel hospitalier était en grève, en tout cas, ça fait un moment qu'ils sont en grève. Ça fait depuis combien de temps d'ailleurs? Oui. Mais, nous, on avait fait ce constat il y a 2 ans, et ça fait 1 an que les personnels hospitaliers sont dans la rue, font des grèves, établissement par établissement, et ça dans toute la France. On ne peut que déplorer le fait que on ne les a pas entendus. Au départ, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a mis des gestionnaires, issus d'ailleurs de l'école de Rennes, où on forme les gestionnaires hospitaliers. On a un chapitre d'ailleurs dans le bouquin consacré à cette école, où on ne forme que des gens qui raisonnent par chiffres. Ils ne raisonnent plus comme un être humain normalement constitué, a fortiori quand c'est un médecin qui devrait normalement traiter l'humain. Alors ils sont pas médecins eux, mais c'est eux qui dirigent les médecins. C'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on a complètement inversé le fonctionnement des hôpitaux. C'est-à-dire que les chefs de service n'ont plus leur mot à dire. Tu situes la cassure au niveau du plan Bachelot. Est-ce que depuis Bachelot, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ont pensé à un moment donné que c'était des revendications salariales, alors que ça passait après tout ça. Là, on leur promet des primes, mais je pense qu'ils en ont rien à faire, quoi. Évidemment, ils les prendront les primes, mais c'est pas ce qui importe pour eux. Là, ils sont en première ligne sur le Covid-19, comme ils l'ont été au quotidien depuis une dizaine d'années. Alors là où le bas blesse aussi, Yassir, c'est la création d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il, François Fillon l'a regretté, l'a déploré plus tard, c'est la création des agences régionales de santé, qui étaient sur le terrain les structures dépendantes du ministère de la Santé directement, donc dans les régions, et qui imposaient ce joug financier aux hôpitaux en termes de dotation. Un hôpital, c'est pas fait pour être rentable. On peut ne pas perdre d'argent de manière excessive, mais la rentabilité ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est l'accueil, c'est la performance,
c'est les résultats sur le plan thérapeutique. Et là, les résultats sur le plan thérapeutique, on s'en foutait. C'est-à-dire que le patient est devenu un client. C'est ce que nous disaient les médecins. Quand tu disais tout à l'heure, est-ce que le patient doit apporter une forme de rentabilité à l'hôpital? Oui, c'était ça. C'est-à-dire que c'est plus un patient, c'est un client. L'hôpital public, il a besoin de quoi aujourd'hui? C'est pas. Alors, Est-ce que, en gros, si on met juste une enveloppe comme a proposé le président Macron de mettre 5 milliards sur la table, est-ce que ça va suffire? Là où le bas blesse, c'est la façon dont ils sont dirigés, ces hôpitaux. Et si on donne tout pouvoir aux directeurs d'établissement qui ont pour... alors peut-être que on dit qu'il y aura un après Covid-19. Je l'espère pour nos médecins hospitaliers, pour les soignants au sens large, parce qu'il n'y a pas que les médecins dans un hôpital. Ils auront besoin d'une gouvernance nouvelle, une autre conception de la direction d'un hôpital, avec des décisions collégiales, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Tout le système a été vicié, il est devenu pathogène, et si on met que du fric en demandant aux directeurs d'établissement de rendre des comptes régulièrement de la bonne utilisation de ce fric, ça changera rien. Hein. C'est ça, moi, qui me met en pétard, c'est que Buzyn, elle savait très très bien tout ça, mais en même temps, elle était comment dirais-je, ficelée aux pattes, si j'ose dire. Elle pouvait pas faire grand-chose dans la mesure où, tu le sais très bien, toi, qui suis ces affaires-là, c'est Bercy qui dirige. L'absence de masques, qui est la première protection pour eux, et a fortiori les respirateurs, enfin, je veux dire, l'absence de masques, et Édouard Philippe qui annonce qu'on va les faire venir de Chine, c'est un scandale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hallucinant. Dans notre pays, qui vantait tant sa médecine, que les soignants n'aient pas la protection minimale. Justement, sur cette histoire de masques, justement, enfin, il y avait eu l'histoire de Bachelot qui avait commandé 1 milliard de masques. Apparemment, ces masques ont disparu dans la nature. Est-ce que tu sais où ils ont disparu? En fait, ils ont une date de péremption. Voilà, c'est ça. Les masques. D'accord. C'est-à-dire que si tu ne renouvelles pas les stocks régulièrement, et c'est ce qu'ils ont, ils l'ont pas fait par souci d'économie, encore une fois. Mais si tu veux, quand tu regardes sur un plan global, ce qui s'est passé sur l'hôpital, et l'hôpital, on en connaît son caractère stratégique pour la santé de nos concitoyens, c'est fondamental, c'est stratégique l'hôpital. Mais ça fait partie, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt de l'abandon progressif des services publics. Et là, par exemple, là aussi ça m'a foutu en pétard, ils avaient fermé pour faire des économies l'hôpital de Célestat. Et là, en urgence, ils ont rouvert l'hôpital. Heureusement, le matériel de réanimation était toujours là et était toujours opérationnel. Et hier, j'ai vu dans cet hôpital un jeune médecin qui travaillait avec son père retraité, qui revenait à l'hôpital alors que son hôpital avait été fermé il y a, 2 ou 3 ans. Ma dernière question, elle concerne, tu sais, tous les soirs, là, on applaudit les médecins. Bon, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais en gros, qu'est-ce que nous on peut faire, nous simples kidam aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? La pétition, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'il y a il faut qu'il y ait une prise de conscience populaire, mais les politiques au pouvoir aujourd'hui s'aperçoivent que on a trop tiré sur la corde sur le plan du service public hospitalier et des services publics au sens large. Je crois qu'une prise de conscience populaire, je pense que les gens s'en aperçoivent et effectivement, comme tu disais, même si c'est simplement symbolique, les
applaudissements tous les soirs à 20h montrent bien que les gens prennent conscience de l'importance de l'hôpital et des gens qui y travaillent, quoi. Ça me semble évident.